bienvenue à tout le monde pour un autre webinaire Expertise 360, cette fois-ci avec Mathieu Boulay, posturologue, en collaboration avec Institut IP. Matt, qui est le fondateur de l'Institut IP, qui va nous parler avec, on a trouvé en fait, ça sort de la tête à Mathieu, le super titre accrocheur de corriger ses déséquilibres musculaires en 5 minutes. Mais il va nous expliquer un petit peu le concept derrière ce titre-là et comment, avec une routine de 5 minutes post-entraînement, on peut vraiment aller corriger des déséquilibres musculaires. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec les webinaires Expertise 360, la façon que ça fonctionne, c'est que dès que vous avez une question en tête, peu importe à quel moment dans le webinaire, je vous invite à aller l'indiquer dans le chat. Et ensuite de ça, en fin de présentation, moi, je vais faire la narration des questions à Mathieu et Mathieu va se faire un plaisir d'y répondre. Donc, sans plus tarder, je m'enlève de l'écran et je laisse la place à l'homme Mathieu Boulay. Nous, on se reparle en fin de webinaire. Merci. C'est gentil, Alex. On pensait faire comme titre « Éliminer ces déséquilibres musculaires en 6 minutes », mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens perdent beaucoup de motivation entre la 5e et la 6e minute. Donc, on a choisi de faire finalement en 5 minutes. Alors, merci à tout le monde d'être ici parmi nous. Alors oui, dans la prochaine heure, on va regarder ensemble comment on peut éliminer ces déséquilibres musculaires en 5 minutes. Et puis, Alex a parlé de ce qui était en post-entraînement, oui, mais c'est surtout en pré-entraînement, en fait, qu'on va vouloir connecter son cerveau avec ses muscles de par le biais d'activités neurologiques qui sont les exercices qu'on propose dans le contexte de la méthode IP. Alors, on y va. Bon, déjà, si vous avez vu les pubs puis les publications passées dans les dernières semaines, vous savez qu'on va aborder différentes thématiques au courant de l'heure. Et la première thématique qu'on va aborder, c'est, et c'est drôle parce que je me rappelle, mon Dieu, j'avais les cheveux à l'époque. Ça doit faire 20 ans. Je me rappelle encore la toute première fois. C'était une conférence en présentiel. En fait, c'était dans un centre de sport pas très loin de chez moi. Et c'était la première fois dans ma vie, à peu près 20 ans, que j'avais remis en question la notion des étirements. Et puis, je me rappelle à quel point dans la salle, il y avait peut-être une trentaine de personnes. Ça avait vraiment causé tout un émoi. Puis ce que je trouve encore vraiment très surprenant, c'est qu'en date aujourd'hui, des fois, c'est à peu près encore la même réaction. Donc, c'est pour dire que des fois, on a l'impression qu'on se répète. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Bon, alors, pourquoi est-ce que les étirements sont inutiles? Vous le savez à peu près tous, quand on parle de préparation physique, quand on parle de thérapie sportive, un des enjeux qui nous limite justement dans les performances, c'est souvent des tensions musculaires. Imaginez là, pour 2 secondes un monde où il n'y a aucune tension musculaire, puis je pense que vous le savez comme moi, là, on serait rendu ailleurs. Donc, l'ennemi commun numéro 1 pour à peu près tous les praticiens, que ce soit des préparateurs physiques, ici au Québec, on dit des kinésiologues, des entraîneurs, que ce soit des ostéopathes, des physiothérapeutes, tous ceux qui sont intéressés par une performance du système musculaire, on est pas mal tous gênés avec les tensions musculaires et de par le fait même, le déséquilibre musculaire qui est en soi, qui fait partie de l'équation. Donc oui, il y en a pour certains. Ce qu'ils ont en tête, en fait, c'est de s'étirer. Et j'espère que c'est un peu plus plaisant que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Évidemment, j'ai fait exprès. Je suis sûr que des fois, les gens sourient quand ils s'étirent. Malgré que, soyez honnête avec vous-même, avez-vous souvent vu des gens sourire en train de s'étirer? Moi, pas beaucoup. Il y a ceux qui aiment s'étirer. Il y a ceux aussi qui aiment se rouler. Je ne sais pas comment le dire, mais alors, toute la mode ou toute la tendance, je ne veux pas dire mode, c'est un peu méchant, mais toute la tendance d'utiliser des... mon Dieu, ça ressemble presque à un rouleau compresseur, ce truc-là, pour aller essayer, je dis bien essayer du mieux qu'on peut de calmer des tensions musculaires pour être à la mode, je vais dire des tensions faciales, même s'il n'y a personne qui peut me prouver qu'on fait un versus l'autre, mais c'est plus tendance. Et il faut dire que, non seulement c'est peut-être plus ou moins efficace, mais en plus, en tout cas, si jamais vous ne croyez pas, vous essayerez de le faire sur votre bandelette iliotibiale, le rouleau compresseur, et vous me direz à quel point vous trouvez ça sympathique.
et on va voir si vous êtes capable de sourire pendant que vous le faites. Donc, il y en a qui s'étirent, il y en a qui utilisent le rouleau, mais vraiment, dans les dernières années, ce qui est quand même assez original, c'est le fameux ruban de couleur. Moi, personnellement, j'aime bien le bleu fluo parce que le bleu, c'est ma couleur très préférée. Mais après, l'idée, c'est toujours la même, c'est d'essayer de relâcher coûte que coûte ce qu'on considère qui est un peu trop tendu. Puis après, comme je vous dis, ça dépend des modes où on souhaite relâcher un muscle, où on souhaite relâcher un fascia, ou peut-être même un peu les deux en même temps. Et j'ai absolument rien contre ça, sauf que force d'admettre que ça fait depuis à peu près toujours qu'on dit qu'on devrait tirer sur ce qui est tendu. Et comme je vous dis, moi, ça fait 20 ans, la première fois que j'en ai parlé, on a le même débat, les gens ont les mêmes tensions musculaires. Donc, je me dis, à un certain moment donné, de toujours répéter la même chose et de s'attendre à des résultats différents, c'est ce qu'on appelle la folie. Puis, c'est pas vraiment mon truc. Alors, avant d'aller plus loin, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Matt Boulay. Donc, je suis ostéopathe de formation 2 fois. J'avais plus ou moins compris la première fois, donc j'ai refait mon ostéopathie jusqu'à très récemment à l'Académie d'ostéopathie de Montréal. Je suis posturologue formé par le CIES. Je suis aussi le représentant nord-américain pour le CIES, un rôle que je prends très à cœur. Je suis très fier, ça me rend très humble de représenter le Dr Bricot en Amérique. Je suis aussi formé en neurologie fonctionnelle. La neurologie fonctionnelle, en fait, c'est un courant post-gradué. C'est surtout les chiropraticiens qui s'intéressent à ça, mais en fait, c'est de développer des applications. Donc, c'est souvent des exercices qui nous permettent de connecter le cerveau avec les muscles pour des meilleures performances physiques. Mais à l'époque, j'étais préparateur physique, à savoir que j'étais formé et certifié par le NSCA et j'étais allé chercher la désignation de CSCS, qui est quand même celle qui, à l'époque, nous permettait pas mal d'avoir accès à des athlètes de haut niveau. Et un peu comme tout le monde qui commence sa carrière, moi, ce que je voulais faire, c'était travailler avec le haut niveau. Et parce que j'ai une grande gueule, j'avais réussi à le faire. J'ai même eu la chance de travailler avec des champions de la Coupe Stanley et j'ai eu la chance d'être le posturologue de Charles Poliquin. Donc, c'est pour vous dire que au courant des années, à force de me creuser la tête, ça a quand même donné des résultats puis j'ai rencontré des gens qui sont extraordinaires. Mais je me suis rendu là parce que je me suis posé des questions et je me suis rendu là parce que je n'ai pas accepté le statu quo. Et c'est surtout parce que j'étais quand même assez emmerdé par tout ce que j'entendais, à savoir pourquoi est-ce qu'on avait des déséquilibres musculaires. Sachez très bien qu'en date d'aujourd'hui, on dit à peu près ce qu'on disait il y a 20 ans d'ailleurs. Alors là, il y avait des muscles qu'on blâmait comme étant des muscles toujours un peu problématiques, des muscles trop tendus. Et différents praticiens avaient leurs muscles tendus préférés. Vous avez peut-être les vôtres. Alors là, je vais prendre une chance, mais vraiment, vous allez dire, mon Dieu, mais comment il a fait pour deviner? Parce qu'on parle toujours des mêmes muscles comme étant problématiques au niveau de ce qui est tendu. Le premier, le psoas. Oui, je suis sûr que c'est une surprise. Vous vous y attendiez vraiment pas. On parle toujours du fait que le psoas est trop tendu. Peut-être que votre muscle tendu préféré, c'est l'ischio-jambier, parce que bon, ça aussi, ça revient quand même très souvent. Et le tout à fait mal aimé piriforme ou pyramidal pour les Français. Vous voyez, c'est que, en fait, ça fait 20 ans qu'on parle de ces mêmes 3 muscles-là comme étant des muscles tendus. Et ça fait 20 ans qu'on tire dessus, qu'on se roule dessus, qu'on fait des prières. Et en date d'aujourd'hui, moi, je le vois quand je reçois des clients, des patients pour la première fois, ils me disent « Ah, tu sais, on m'a dit que j'avais un psoas tendu. » Puis je me dis « Mon Dieu, mais est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose une fois pour toutes? » Et c'est définitivement ce que moi, j'ai décidé de faire dès 2007. Donc, ça fait 15 ans que je vois les choses différemment, que je suis allé au-delà du modèle structurel pour les Français ou que je suis allé au-delà de la biomécanique pure pour les gens du Québec. Et c'est exactement ce que je vais vous communiquer aujourd'hui. Alors, s'il y a une liste de muscles préférés qui sont tendus, vous pouvez juste imaginer, ah oui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est à cause de quoi? On dit que c'est à cause du fait qu'on est trop souvent assis. Hein? On blâme à peu près tout sur le fait qu'on est trop souvent assis. Moi, je me dis, est-ce qu'on est si faible? Est-ce qu'on est à ce point moche comme être humain qu'on ne peut pas se permettre d'être assis 8 heures par jour? Je ne vous dis pas que c'est bon nécessairement, mais je me dis, est-ce qu'on est si faible qu'on ne peut pas se permettre d'être assis 8 heures par jour pour dire que c'est ça la cause de nos déséquilibres et que c'est ça la cause
de nos tensions musculaires. Et en fait, d'être assis, oui, c'est vrai, ça raccourcit les 3 muscles dont je vous ai parlé, à savoir le psoas, les ischio-jambiers et le piriforme. Donc, après, est-ce que assis, c'est la cause ou est-ce que ce n'est pas le contexte dans lequel on ressent des tensions musculaires? Question sur laquelle il faut réfléchir. Alors, il y en a qui vont dire que d'être assis, c'est la maladie du 21e siècle, que c'est l'enjeu de notre société, de notre vie. Pour nos parents, c'était la cigarette. Bon, on est quand même dans une époque où on dramatise quand même assez facilement. Je ne m'étalerai pas là-dessus, mais c'est tentant, mais je vais poursuivre. Donc, à ce moment-là, si on a fait la liste des muscles qui étaient tendus, vous allez voir qu'on pourrait facilement blâmer le fait d'être assis aussi pour aller trouver la liste de vos muscles préférés qui sont faibles. Parce que si on est pour parler d'un déséquilibre musculaire, il faut nécessairement parler de muscles tendus, oui, mais aussi de muscles faibles. Hein? Apparemment, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi votre muscle faible très préféré? Moi, je l'ai dit depuis le début de ma carrière, si j'avais $1 pour chaque fois que j'ai entendu parler de ce muscle-là qui était faible, ben, je serais déjà pas mal plus riche que je le suis en ce moment, et ça, malgré l'inflation et les taux d'intérêt à la hausse. Le grand fessier, c'est juste hallucinant. On en parlait il y a 20 ans à quel point c'était un muscle qui était inhibé, un muscle qui était faible, puis on disait quoi? On disait qu'on est trop souvent assis, comme si ça venait de se produire dans les 30 dernières années qu'on était trop assis. Ça pour dire que le grand fessier, c'est souvent un muscle, ça revient toujours que c'est un muscle qui est faible. Et on sait plus à quel sein se vouer pour changer la chose. Bon, une petite blague, mais là, prenez-le pas trop personnel, les physiothérapeutes. Les physiothérapeutes aiment quand même souvent parler du moyen fessier comme étant le muscle faible par excellence. Et après, on le sait tous, ça donne quoi? Ça donne un exercice où on est collé sur le mur, sur le côté, on lève la jambe vers le plafond, on la redescend. J'ai même entendu à l'époque des choses comme « Ah, il faut faire 10 000 répétitions avant que le muscle devienne plus fort » ou wow! 10 000 répétitions de n'importe quoi, c'est beaucoup. Et c'est pas garanti que ça va fonctionner. Donc, on parle du grand fessier, on parle du moyen fessier. Et oui, chers amis, je sais que ça vous brûle les lèvres depuis le début. On parle de la fameuse chaîne postérieure. Mais vous savez, vous n'êtes pas les seuls à parler de la chaîne postérieure. Le nombre d'articles qui ont été écrits sur la faiblesse de la chaîne postérieure, c'est honnêtement, si on veut tous les lire, c'est à s'arracher les yeux. Fitness Lab ici en 2021, The Posterior Chain. Même l'université Cornell, pardon, oui, je savais que j'allais me tromper d'ailleurs. Un blog sur comment renforcer la chaîne postérieure. Shape, encore là, quoi faire avec la chaîne postérieure. Healthline, comment est-ce qu'on peut renforcer la chaîne postérieure. Ça, c'est quand même tous des articles assez récents. Invictus, oui, pour ceux qui sont adeptes de CrossFit, on n'y échappe pas. Comment est-ce qu'on peut renforcer la chaîne postérieure? Vraiment, et évidemment, testostérone, T-Nation. Cet article-là date de 2013. Il y en a qui ont été écrits avant, il y en a qui se sont écrits depuis. Vous comprenez que moi, je me dis qu'en 2022, si vous avez trouvé la solution pour équilibrer la chaîne postérieure, il y a des bonnes chances que vous réussissiez votre pari dans votre entreprise. Parce que ça semble encore être un mystère pour à peu près tous ceux qui sont impliqués en performance. Et pourtant, je pense que pour élucider le mystère, ben, il faut peut-être aller au-delà de ce qui est tendu, d'aller au-delà de ce qui est faible, d'aller au-delà du fameux modèle biomécanique. Et là, plus récemment, oui, je sais, on va dire que non seulement on est assis, mais en plus, il y a le fameux téléphone cellulaire. On le blâme pour beaucoup de choses, ce téléphone cellulaire-là. Les gens ont plus peur du téléphone cellulaire en soi que du fait que TikTok est peut-être la propriété du gouvernement chinois qui nous espionne à tous les moments de la journée. Mais bon, après, vous aurez bien peur de ce que vous voulez, ça vous appartient. Sauf que, il faut se dire encore une fois, est-ce que vraiment le téléphone cellulaire, puis le fait qu'on le prend dans nos mains, puis qu'on est un peu penché devant son téléphone quand on travaille ou quand on perd notre temps, est-ce que c'est vraiment ça qui cause, puis là, je pèse bien mes mots, est-ce que c'est vraiment le téléphone cellulaire et son utilisation qui fait en sorte que son utilisateur devient faible et qu'en soi, il devient déséquilibré? Bon, dites-vous qu'avant le téléphone, il y avait le journal, puis avant le journal, je ne sais pas trop ce qu'il y avait, mais on a toujours fonctionné en s'inclinant vers l'avant pour faire quoi que ce soit. Donc, le téléphone cellulaire, là, c'est juste la nouvelle version de ce qui nous amène à collecter du data, puis nos yeux sont en avant de notre face. Donc,
j'aimerais bien penser qu'on va travailler derrière nous, mais ça ne fait pas de sens. Puis justement, ben, il y en a plusieurs qui vont dire, ben justement, c'est le fait qu'on est trop souvent assis. C'est la cause, à savoir pourquoi on a tant de déséquilibre musculaire et ça justifierait peut-être ceux du plan sagittal. Déjà, juste ça, peut-être. Sauf que, vous le savez, il y a des gens qui vont vous dire que, puis même les athlètes de haut niveau, qui ont de la misère à tenir debout toute la journée. Bon, on n'a pas besoin d'être garde du palais de Buckingham pour vivre cette expérience-là. On a juste à passer une journée de magasinage avec sa blonde, puis ça revient un peu au même. C'est-à-dire qu'on est debout. Moi, ben, c'est vrai que des fois, on marche puis on cherche un banc, là, mais règle générale, on passe notre journée debout. Il y en a pour qui c'est souffrant. Alors, à ce moment-là, c'est de dire, mon Dieu, mais si d'être assis, c'est le problème, puis qu'on a de la difficulté à être debout, ça peut-tu être debout, le problème? Mais non, mais ça ne peut pas qu'on est trop souvent debout, parce que le problème, c'est quand on est assis. Ben, il y en a qui vont vous dire aussi que, par exemple, s'ils sont coiffeurs, coiffeuses, qu'eux autres, c'est vraiment dur leur journée parce qu'ils sont debout toute la journée. Ben, crime, si c'est dur pour eux autres, ça peut-tu être dur pour ceux qui sont assis trop souvent? Vous voyez que, finalement, quand on commence à regarder ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour essayer de dire que c'est la cause de nos déséquilibres, on passe nécessairement à côté de quelque chose. En fait, on n'est pas du tout sur la cause. Puis c'est pour ça qu'on a des résultats moyens. C'est pour ça qu'on a des résultats moyens. Puis jusqu'à récemment, il y a des gens qui me parlaient d'une formation qui était donnée il n'y a pas très longtemps au niveau de la préparation physique. Puis on me disait, tu sais, dans le continuum de cet instructeur-là, le facteur de progression, il arrête juste avant les squats puis les deadlifts. Ah oui? Quelque chose que je ne savais pas, puis pourtant, je connaissais le motif de la formation, puis je connaissais les gens qui étaient impliqués dans l'institut en question, puis je me suis dit, mon Dieu, mais ils ne font pas de squat. Ben non, parce que c'est trop dangereux. Ça fait que, tu sais, ils vont faire des régressions et des progressions d'exercice, mais ils vont arrêter juste avant le squat. Puis je me suis dit, OK, donc là, on n'a plus le droit de faire de squat, on n'a plus le droit de faire de deadlift, on ne peut pas trop dire ce qu'on pense, sinon on va se faire bannir sur Facebook. Et ça commence à être moche vivre, là. Honnêtement, ça commence à être vraiment difficile, là. Donc, je me dis après, c'est pas parce qu'on devrait absolument ou obligatoirement faire des squats, des deadlifts ou des bench press. Mais je me dis, crime, est-ce que de tirer ou de soulever une barre ou de la pousser, c'est vraiment rendu si controversé que dans certains cursus de formation qui existent en ce moment, on se dit, non, ça n'existe pas. C'est ce que j'entends souvent, puis même ça, c'est dans les gyms. J'ai 3 bureaux, mes 3 bureaux sont dans des centres de conditionnement physique. Ah, mais c'est parce que c'est trop risqué. C'est trop risqué. Dès qu'il y avait de la vie, il y avait du danger. Après, on choisit la vie qu'on veut. Hein? Donc, c'est un peu ça. De toute façon, vous le savez, on va réussir à se tenir debout d'une façon ou d'une autre. Mais après, pourquoi est-ce que pour certains, tenir debout sur une longue période de temps, puis là, évidemment, je parle d'une très longue période de temps, pourquoi pour certains, c'est si difficile, puis pourquoi pour d'autres, ça va aller quand même beaucoup mieux. Vous voyez le travail qu'on fait à l'Institut IP? Le but derrière une méthode qui corrige les déséquilibres musculaires, c'est pour vous permettre de performer aujourd'hui. Mais c'est honnêtement beaucoup plus que ça. C'est pour vous permettre de performer pour le restant de vos jours. Moi, je connais personne qui dit, tu sais, je veux faire des records en CrossFit, j'ai 27 ans, mais à 70, ça ne me dérange pas d'être dans un fauteuil roulant et de être capable de lever mon bras au-dessus de ma tête. Tu sais, j'en connais pas beaucoup des gens comme ça. Donc, si on est pour commencer à vraiment éliminer des déséquilibres musculaires intelligemment, non seulement on devrait avoir accès à une performance maximale maintenant, B, on devrait avoir l'air de quelque chose de pas pire plus tard aussi. Vous savez, lorsqu'on étire les muscles qui sont tendus, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on travaille sur la cause? L'autre question qu'il faut se poser, c'est à quand est-ce que remontent les toutes premières tensions musculaires? Parce qu'on parle de tensions musculaires qui font partie d'un déséquilibre. Puis moi, la question que je pose toujours à mes clients en première session, c'est à quand remontent les premières tensions? Et pour cette question-là, je dois remercier le docteur Bricot, qui est le fondateur de la posturologie, qui nous a toujours appris à dire, vous savez, les gens vous consultent pour des motifs de consultation, à savoir, moi, ça fait 2 semaines, j'ai pelleté. Bon, pour les Français, de la neige, c'est non. Vous savez, c'est quoi? Donc, moi, j'ai pelleté, puis je me suis fait, on dit chez nous au Québec, un tour de rein. Ben, c'est une entorse. OK. OK.
Alors, tu sais, tu consultes pour ça, puis peut-être que tu vas aller voir un coach sportif parce que tu te dis, mon Dieu, mais il faudrait que je fasse du sport parce que finalement, mon tour de rein, c'est ordinaire, j'ai 34 ans, je ne suis pas en forme. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison, il faut que tu consultes un coach sportif, puis tu as raison, tu n'es pas en forme. Maintenant, la vraie question à poser quand les gens nous disent ça, c'est, mais en fait, OK, là, je comprends qu'il est arrivé quelque chose il y a 2 semaines, là, mais c'est arrivé quand les toutes premières tensions musculaires que tu as ressenties? Puis on se rend compte souvent que ça date d'il y a très, très longtemps. En fait, les gens ne le savent peut-être pas, mais ils étaient dans un état de tension musculaire très élevé à la naissance. Puis ici, j'ai une preuve. On a ici, parce que bon, à la naissance, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais vous n'avez aucun contrôle moteur. Vous n'êtes pas capable de contrôler rien. Ce qui fait que si on vous prend, on doit même tenir votre tête parce que vous n'êtes même pas capable de tenir votre tête. Donc, pour ce qui est de vos rêves et de vos ambitions, ça vient un peu plus tard. Donc là, le tonus musculaire à la naissance, ben en fait, il est très élevé. Et il est surtout élevé au niveau des fléchisseurs. Vous le voyez ici, là, il y a un exemple très concret. On a une super flexion de hanche dans l'exemple que je vous présente ici. Mais de façon encore plus générale, on a à la naissance un tonus musculaire qui favorise la flexion. Oui, ici dans l'image, on fait peut-être un peu exprès, mais voyez comment ça n'a pas l'air trop compliqué d'aller complètement fermer la hanche sur elle-même. C'est la même chose pour l'humérus. Donc, en fait, le contexte du début de notre vie nous prédispose déjà, est-ce que j'ose dire, à un déséquilibre musculaire. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est même quelque chose qui est quantifié. Il ne faut pas prendre ce que je vous dis pour du cash. Allez voir ce qui se fait en médecine. En médecine, on calcule ce qu'on appelle le score d'Apgar. Le score d'Apgar, en fait, c'est très drôle parce qu'en 2022, on est de moins en moins de tendance à vouloir dire les choses comme elles le sont. Et par exemple, ici au Québec, il y a quelques années, on avait tellement peur d'avoir peur qu'en éducation, pour ne pas trop froisser les élèves et les parents, il n'y avait plus de chiffres, il n'y avait plus de notes. Donc, c'était des commentaires, c'était des lettres qui voulaient dire plus ou moins rien, mais on ne donnait plus de chiffres, à savoir, ben, tu sais, dans ton cours d'éthique religieuse, tu as eu 73%, la moyenne de la classe, c'est 62, donc finalement, tu t'en es bien tiré. Non, non, ça n'existait plus. On est revenu à ça, à des chiffres ici, bon, parce qu'il y a eu trop de chialage, puis c'était justifié, mais vous savez que vous êtes noté dès que vous sortez du ventre de votre mère, on vous donne une note. Et à ce moment-là, on va finalement vous évaluer tout au long de votre vie. Donc, aussi bien de s'y faire, puis aussi bien de bien faire, puis d'avoir les bons outils pour bien faire. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu le score d'Apgar. Il y a 5 catégories. Celle qui nous intéresse, c'est celle du tonus musculaire. Et en fait, quand on score bien sur le score d'Apgar, on nous donne un score de 2. On nous donne un score de 2 pour chacun des 5 éléments. Donc, quand on a 10 sur 10, c'est un peu comme la petite école, c'est parce que ça a bien fonctionné. Et regardez à la naissance ce à quoi on s'attend si vous êtes normal, si vous fonctionnez bien, si on a éliminé le risque qu'il y ait une maladie. À la naissance, on s'attend à ce que vous ayez un bon tonus en flexion. Oui, des mouvements actifs, mais en fait, c'est des mouvements réflexes. Bon, tout ça pour dire que un bon tonus en flexion, c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes supposé déjà être coincé en chaîne de flexion. Vous êtes supposé avoir plus de tonus au niveau des fléchisseurs que des extenseurs. Vous avez déjà un psoas tendu et vous ne savez même pas encore que vous existez. Alors, quand les gens vous disent, moi, je pense que j'ai mal au psoas depuis tout le temps. Essayez pas de dédramatiser la chose. Ce qu'ils vous disent, ces gens-là, sans même le savoir, c'est vrai. Ils ont toujours eu un psoas tendu. Maintenant, pourquoi est-ce que certains, pour qui ça s'améliore, pour d'autres peut-être moins, c'est ce qu'on va voir au courant de cette présentation. Mais déjà, on est déséquilibré. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortent quand même vraiment bien? En fait, ce sont des jeunes. Puis là, quand je dis jeunes, tu sais, des fois, je parle un peu du travail de l'Institut IP, puis les gens disent « Ah oui, c'est important de faire travailler les jeunes. » Puis, tu sais, entre 5 et 12 ans qui font du sport, je suis comme « Oui, mais moi, pour ce que je vous parle, il est déjà trop tard, là, entre 5 et 12 ans. Là. Je trouve ça bien, là. Puis oui, j'étais le premier à appuyer la motion d'Éric Duhem d'amener 30 minutes d'éducation physique obligatoire à l'école. D'ailleurs, je pense que universellement parlant, tout le monde est
fondamentalement d'accord avec ça. En tout cas, je l'espère. Sauf que le développement de notre connexion entre notre cerveau et nos muscles et à quel point est-ce qu'on va être capable de créer un équilibre musculaire ou à quel point on va vivre dans un déséquilibre musculaire, ça se fait avant l'âge d'1 an. Donc après, moi, j'aime bien quand on parle des jeunes puis qu'il faut que les jeunes fassent du sport puis que c'est ce qui fait qu'ils vont se tenir droit. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, les jeunes qui n'aiment pas faire du sport sont ceux qui n'ont pas réussi à vraiment bien se développer entre 0 et 1 an, ce qui fait qu'on peut bien les forcer. C'est ceux qui vont arriver avec le billet de médecin pour l'année aux profs d'éducation physique, puis qui vont trouver une excuse comme le fait qu'ils ont une pseudo-asthme pour ne pas faire de l'activité physique. Bon. Alors, ceux pour qui ça fonctionne bien, c'est ceux qui activent la chaîne postérieure. Et comment on fait ça? On fait ça lorsqu'on est un nouveau-né puis qu'on nous met sur le ventre. C'est quand même pas très compliqué, mais c'est pas tout le monde qui passe par là. Comment on active le grand fessier? C'est en rampant. C'est à partir du moment où on va utiliser notre hanche pour se pousser en avant dans un contexte où on veut déplacer notre corps du point A au point B, et on fait ça par le rampé. C'est là qu'on active le fessier. Puis vous savez comment ça marche, les muscles. Quand on active un agoniste, il y a automatiquement une inhibition de l'antagoniste. C'est peut-être comme ça aussi qu'on pourrait finalement relâcher le psoas, le fameux psoas. Il y en a qui m'ont même dit qu'à un moment donné, que c'était le muscle de l'âme. On dit bien des conneries. Après, si on a appris à se retourner d'un côté puis à se retourner de l'autre, on active les fameuses chaînes musculaires obliques. Vous savez, le lien entre votre épaule gauche et votre hanche droite, que vous avez besoin autant pour frapper un ballon de soccer, de foot pour les Français, autant vous avez besoin de votre chaîne oblique pour faire ce qu'on appelle ici un slap shot, un tir frappé au hockey sur glace. Vous avez besoin de votre chaîne oblique pour lancer un ballon, pour frapper une balle, En fait, tous les sports nécessitent le déploiement de la force en mode oblique dans le plan transverse. Ça s'apprend avant même de tenir debout. Donc, que ce soit pour l'équilibre musculaire qui donne la performance sportive, on n'a pas le choix de passer par ce qu'on appelle une ontogénèse efficace et donc vraiment de maximiser ce qui se passe entre 0 et 1 an. C'est dans le contexte de ce qu'on peut appeler le développement moteur que le cerveau apprend à connecter avec les muscles. Si on a passé peu de temps sur le ventre, en fait, c'est ça la cause. Vous voulez savoir, c'est ça la cause. Vous n'êtes pas venu ici pour rien. La cause d'une faible chaîne postérieure, c'est que vous avez passé pas assez de temps sur le ventre quand vous aviez 3 mois. Si vous avez rampé juste avec la jambe gauche, ça arrive ça. Ça arrive souvent. Ben, vous allez avoir une instabilité du pied droit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas développé votre connexion avec votre pied droit. Puis là, oui, vous allez avoir une tension dans le psoas parce que vous l'avez toujours eu, puis une faiblesse dans votre fessier. Je vous l'ai dit, vous avez les clés pour devenir millionnaire avec ce webinaire-là. Vous allez finalement toucher le pourquoi des motifs de consultation de tous vos clients depuis le début de votre carrière, puis depuis le début de la carrière de vos mentors. Bon, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air un déséquilibre dans le développement moteur, je vais vous jouer la vidéo qu'il y a ici à votre gauche. Alors, je n'étais pas certain que ça allait fonctionner. Je vais demander à Alex pour voir si au niveau technique, il y a moyen de faire quelque chose. Ah, merci. Donc, vous voyez au niveau du rampé, ce n'est pas toujours les deux jambes qui vont être utilisées. Puis, comme de fait, ici, il n'y a que la jambe gauche. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu avec des enfants dans votre entourage. Si vous êtes quand même assez jeune, peut-être même que vos parents ont des vidéos de vous qui rampent. Ça, c'est si vous avez rampé. Puis si jamais vous avez rampé plus avec une jambe qu'avec l'autre, bien, c'est quand même intéressant de voir quel genre de déséquilibre ça peut causer chez vous. Et mon hypothèse pour la vidéo qui s'en vient, c'est que, ben, je vous donne un peu le contexte. Ici, on a le client d'un de nos meilleurs praticiens chez IP qui s'appelle Quentin Maurice de ABC Motricity. Il est en France et il s'occupe de plusieurs joueurs de tennis, même que récemment, un de ses athlètes était au US Open. Donc, c'est pour vous dire que chez IP, on fait souvent affaire avec le haut niveau, mais ça vient par défaut, c'est parce qu'on travaille différemment puis on travaille sur les causes. À partir de ce moment-là, vous allez voir. Le jeune, on lui demande de faire un squat sur une jambe et on lui demande d'aller le plus bas possible, c'est sur la jambe droite. Alex, quand tu es prêt, tu peux jouer la vidéo. Vous voyez, on a à peu près 90 degrés
de mobilité. Bon, c'est pas mauvais, mais la consigne, c'était bel et bien qu'ils descendent jusque, en fait, le plus bas possible. Donc, je ne vous dirai pas ce qu'on a fait avec tout de suite, mais je vais vous montrer après 30 secondes. Puis même que Quentin il me dit que c'était plus comme 10 ou 15. Après 10 ou 15 secondes de stimulation au niveau du pied droit, une stimulation IP, neuro, voici le résultat du squat sur une jambe. Alors, c'est pour dire que d'aller chercher des degrés de mobilité sur un squat à une jambe, on peut s'ostiner avec l'étirement, le foam roller, les rubans, les prières, oui. Mais si on veut vraiment y arriver en un temps record, et surtout si on veut que ça dure dans le temps, peut-être que c'est bien d'aller connecter le cerveau avec les muscles. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à faire ça? En fait, c'est qu'on a stimulé le pied droit avec ce qu'on appelle un neurospike. Un neurospike, c'est une petite balle qui pique. Et cette petite balle qui pique, elle nous permet de stimuler la peau du pied. C'est la même peau du pied qui aurait dû être stimulée quand on rampait. Sauf que si on n'a pas rampé avec la jambe droite, le pied droit n'a pas assez informé le cerveau. Là, je ne vous donnerai pas les détails de la diapo, mais c'est pour vous dire que si vous vouliez apprendre un peu de neuro avec IP, c'est ce qui va se produire. Et si vous n'avez pas assez stimulé le pied droit, c'est dur pour votre cerveau d'avoir un bon contrôle moteur sur la jambe droite. Et vous allez me dire, ouais, ça a l'air un peu niaiseux rouler son pied sur une petite balle. Mais vous savez, quand un réflexe comme celui-ci, le réflexe plantaire, n'est pas intégré et qu'on donne la consigne de rouler son pied sur un neurospike, ça peut être quand même très difficile. Et là, je me rends compte que je n'ai pas envoyé ce vidéo-là à Alex. Donc, vous ne pourrez pas voir la réaction. Oui? On y va, mon ami. OK, vas-y, on y va. Je peux même pas mettre de pression. Voilà. Alors, tu vois, je vais juste... Vas-y encore pour voir la quantité de pression que tu mets. Je te jure, c'est horrible. C'est déjà beaucoup, hein? Ça va bien se passer. Maintenant, essaie ça sur le pied gauche. Ouais. C'est à peu près pareil ou c'est Non, pire? non, c'est pire, c'est pire. C'est pire à gauche. Mais c'est sûr de l'anticipation là. Ouais, mais... C'est une balle qui pique, mais elle pique pas tant que ça. OK? On va dire les vraies choses. Donc, à partir du moment où c'est pire d'un côté par rapport à l'autre, déjà, ça nous laisse penser qu'il y a peut-être une des deux jambes qui a été moins utilisée, entre autres et surtout dans les contextes de ramper. Mais c'est quand même pour dire que c'est choquant, ou en tout cas, moi, si je t'avoue, je serais choqué. C'est choquant, c'est bluffant, c'est surprenant de voir à quel point, en fait, une sensibilité anormale au niveau de la peau. On n'a pas essayé de relâcher le fascia, là, on s'entend, là. On n'était même pas proche du fascia. Malgré que pour les gens qui aiment le fascia, tout est fascia, là, je comprends. Mais on était vraiment sur la peau, sur le tactile. Et c'est pour vous dire qu'à partir du moment où on aurait, dans le cas ici, une hypersensibilité, mais qui est tout à fait normale à la naissance, hein, d'ailleurs, mais qui n'est pas supposée être normale à l'âge où on a une très bonne barbe et un café. C'est pour dire que c'est ce qu'on appelle une immaturité de développement. Il faut absolument travailler ces immaturités de développement pour connecter le cerveau avec les muscles. Et c'est la seule façon qu'on peut arriver à réellement éliminer un déséquilibre musculaire. Alors, un des exercices qu'on donne à nos clients qui sont suivis avec la méthode IP, ben, c'est souvent de dire, regarde, exactement comme tu es là, avant de commencer ton entraînement, tu t'assois, tu prends ton courage à deux mains, puis si tu as une troisième main, tu apprends aussi parce qu'ici, on va en avoir de besoin. Et là, tu te mets à rouler ton pied sur la balle. Dans les cas où ce n'est pas possible, peut-être qu'on peut mettre une chaussette ou un bas, mais il faut y arriver. Puis à un certain moment donné, il faut arriver à rouler son pied sur la balle et que ça ne crée pas une hypersensibilité. En temps normal, si on le fait pour environ 1 minute, on a déjà désensibilisé, puis on a déjà un résultat sur l'accès aux muscles. Les gens, pendant qu'ils le font, ils vont vous dire « Ah mon Dieu, ça se peut-tu, je suis déjà moins tendu. » Oui. Puis par la suite, ils se mettent à faire des mouvements sur une jambe, puis « Oh mon Dieu, mais je suis vraiment plus stable. » Ben oui, parce qu'on a en fait connecté le pied avec le cerveau, donc le cerveau avec les muscles. C'est exactement selon les flèches que vous avez ici. Ça, on vous l'explique dans la formation. On a des gains en mobilité qui sont surprenants aussi avec le NeuroSpike. Ça, c'est l'exemple d'une cliente d'un de nos praticiens.
Alors, vous voyez, c'est des gains qui sont instantanés au niveau de l'extension de l'humérus. Je vous rappelle qu'on n'a pas étiré quoi que ce soit. On n'a pas fait de renforcement musculaire non plus. C'est le NeuroSpike qui nous permet, entre autres, d'avoir ces résultats. Il est exclusif à l'Institut IP, autant au Canada qu'en Europe. Tous les gens qui sont formés avec IP reçoivent un NeuroSpike, les petites balles qui piquent. La deuxième partie de cette conférence, de ce webinaire, pourquoi, et ça, j'ai même eu ce qu'on appelle du hate mail. Bon, c'était pas du hate mail, c'était, ben non, mais c'est bon, les exercices de la coiffe des rotateurs, OK, c'est bon. Un peu comme c'est bon un Big Mac, mais quand on est mal pris et qu'il n'y a rien d'autre, j'imagine. Pourquoi est-ce que les exercices de la coiffe des rotateurs sont inutiles? Ben déjà, moi, je n'ai pas vraiment perdu confiance au système d'un jour à l'autre. Ça s'est fait très progressivement, mais ça s'est fait assurément. Quand je vous parle du système, là, c'est assez multi-étagé. Mais on va parler juste du domaine académique au niveau de ce qui est entraînement musculaire ou thérapie. Ça va être assez pour le webinaire d'aujourd'hui. Quand on regarde et qu'on réfléchit, parce que moi, j'aime bien réfléchir, peut-être trop, il y en a qui vont vous dire. Déjà, on parle d'exercice pour la coiffe des rotateurs, OK? Puis on prend tout pour acquis que ça ressemble à pas mal tout ce qu'on a en tête en ce moment. Mais si je vous pose la question objectivement, puis que vous essayez le plus possible d'effacer tout ce que vous savez jusqu'à maintenant dans votre vie, sauf l'anatomie fonctionnelle, puis la biomécanique, la coiffe des rotateurs. Mais oubliez tous les exercices qui vont avec. D'après vous, c'est quoi la fonction numéro 1 des muscles de la coiffe des rotateurs? Puis je vais juste regarder dans les réponses ici s'il y a des gens qui ont une idée en tête. Allez, n'hésitez pas, là. Je regarde le chat. OK. Non, c'est pas la rotation. Je le sais, c'est un peu chiant parce qu'on appelle quand même ça la coiffe des rotateurs. Et pourtant, la fonction numéro 1 des muscles de la coiffe des rotateurs, holy shit, c'est pas la rotation. Donc là, il faut se dire, OK, peut-être qu'il faut qu'on revoie aussi le protocole d'exercice pour ces muscles-là. Alors, c'est quoi si c'est pas la rotation? C'est quoi la fonction numéro 1 des muscles de la coiffe des rotateurs? Alors, la fonction numéro 1, mes chers amis de la coiffe des rotateurs, c'est la compaction. C'est une approximation entre l'humérus et la glène. C'est ça. Quand vous regardez le vecteur de force des 4, ou on va dire même, on va être très inclusif, c'est à la mode, des 6 muscles de la coiffe des rotateurs, parce que oui, j'ai choisi d'inclure long biceps et long triceps. Ils se sentaient exclus, je trouvais ça dommage. Il était juste sur le bord de se partir un mouvement activiste. Donc, avant qu'il se lance en ligne avec une cause à défendre, je les ai inclus. Donc, on a les 4 muscles de la coiffe des rotateurs, on a biceps, triceps. Les 6 muscles de la coiffe des rotateurs sont tout à fait très proches, en très grande intimité avec l'humérus. Alors, lorsqu'ils contractent, oui, ils sont capables de créer de la rotation, mais ils sont tellement proches de l'axe qui créent très peu de rotation. Ils vont surtout créer de la compaction, de la compression. Ce sont les muscles qui stabilisent l'humérus. Ce ne sont pas ceux qui en font. Ce n'est pas les muscles préférés de la rotation. Tous les exercices qu'on suggère pour travailler la coiffe des rotateurs, ce sont des exercices de rotation. Et pour ça, je blâme tous les physiothérapeutes. J'ai aucun souci à le dire. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous faites depuis toujours. Puis vous avez à moitié raison. Mais vous savez que les pires mensonges sont les demi-vérités. C'est vrai que la coiffe des rotateurs, ça fait la rotation. Mais pas assez pour dire que, après, ça dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut les meilleurs exercices pour la coiffe des rotateurs? Parce qu'on s'entend que dès qu'il y a une difficulté à l'épaule, c'est la faute de la coiffe des rotateurs. Hein? C'est comme ça depuis 20 ans, donc ça n'a pas changé. On pense qu'on évolue, hein? Mais vraiment, des fois, en tout cas... parce que moi, il y a 20 ans, on me parlait des mêmes exercices avec le petit tube, puis la rotation, puis tu sais, si tu fais en extérieur, il ne faut pas que tu oublies de faire vers l'intérieur, hein, même si c'est jamais vraiment très faible, là, juste pour être sûr qu'on a tout couvert les angles. Tu sais, on a tellement peur de manquer de quelque chose. On a eu peur de manquer de papier de toilette à un moment donné. Donc là, tu sais, tu te dis, OK, ben on va tourner vers l'intérieur, hein, parce que
peut-être que le subscap il est faible aussi. Alors, à partir du moment où on se dit que peut-être, mais vraiment juste peut-être, puis c'est juste de par une déduction purement biomécanique, on se dit que peut-être que les meilleurs rotateurs de l'épaule, ce n'est pas la coiffe des rotateurs, mais c'est peut-être les deltoïdes, hein, parce qu'ils sont situés quand même pas mal plus loin de l'axe. Donc, on n'a pas besoin de tirer beaucoup sur un deltoïde pour créer une grosse rotation de l'humérus. Alors, à ce moment-là, si vous êtes toujours accroché sur l'idée que la coiffe des rotateurs, c'est important, la question que j'ai pour vous, quel est, d'après vous, le meilleur exercice pour la coiffe des rotateurs au monde? J'insiste, là, le meilleur au monde auquel vous pouvez penser. Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Ouais, je sais, c'est bête, hein? C'est parce que la nature a vraiment bien fait les choses. Quand on est comment tu disais? Quand on passe par les phases de développement qu'on est supposé explorer, on n'aura jamais besoin de travailler la coiffe des rotateurs avec le bras dans les airs. Pourquoi? Parce que ça se fait tout naturellement dans le contexte du développement moteur. Eh oui, on retrouve tout ici. On retrouve la compaction lorsque l'on passe le poids sur la main devant nous. De ce côté-là, il s'imprime automatiquement une rotation interne et de l'autre côté, on a une rotation externe. Et que c'est joli, en faisant du 4 pattes, on alterne ce principe-là et en plus, on le fait avec du rythme. Et le rythme active le cervelet et le cervelet corrige nos erreurs motrices tout à la fois. Alors, des fois, pour mieux avancer, il faut reculer et il faut surtout mettre un peu de côté ce qu'on nous a appris de façon classique parce que, bon, je ne vous dis pas que tout est faux, hein, c'est bien le contraire, mais il y a des faussetés épouvantables et il faut être capable de les mettre en évidence. Dernière partie de ce webinaire et je prends les questions. En quoi un échauffement de neurologie fonctionnelle selon la méthode IP, en quoi c'est la solution pour des performances records? Bon, le but de la méthode IP, en fait, c'est de tester notre client pour déceler des priorités à travailler au niveau de sa connexion cerveau-muscle. On travaille sur ce qu'on appelle les bases d'une pyramide de compétences et ce n'est pas IP qui l'a créé, cette pyramide-là. Ce sont deux thérapeutes américaines, deux ergothérapeutes, Williams et Schellenberger, deux madames qui ont l'air d'une gentillesse à toute épreuve. Et vous voyez ce qu'on a fait à l'Institut IP, c'est qu'on s'est inspiré de cette fameuse pyramide et cette pyramide qui est bâtie de compétences à gagner dans un ordre bien particulier, dans un ordre qui nous donne accès aux meilleures connexions entre le cerveau et nos muscles pour avoir des performances à toute épreuve, puis pour finalement aller au-delà des étirements, du foam, puis des rubans roses. Mais si vous voulez quand même mettre du ruban rose, moi, je ne vous jugerai pas. Je vais juste dire que si vous êtes tanné, vous êtes à la bonne place. Donc, une fois qu'on a développé un continuum d'exercices, les étudiants de l'Institut IP reçoivent, entre autres choses, ils reçoivent bien des affaires, mais entre autres, ils reçoivent une frise, on appelle ça en France, un flowchart en bon français, où à partir du moment où vous prenez les cours de l'Institut IP, on vous dit exactement dans quel ordre utiliser quel exercice, et tout ça, c'est justifié de par la physiologie humaine, la biomécanique. Après, oui, on peut toujours se poser des questions, mais sachez que en 3 jours, quand vous faites le cours 1, vous allez apprendre 30 exercices et vous saurez exactement dans quel ordre les utiliser dès lundi matin ou dès dimanche soir si vous êtes vraiment très motivé. Donc, la méthode IP, c'est quoi? C'est 3 exercices en 5 minutes. Ce sont des exercices d'une simplicité absolument accablante, mais qui travaillent sur toutes les composantes qui vous permettent de connecter votre cerveau avec vos muscles. On va vous en jouer 3 ici avant de passer à des questions. À moins que j'ai... Oui, et voilà. Donc ça, on appelle ça un talon-jambe. C'est la traduction littérale de heel to shin en anglais. C'est un test qu'on utilise en neurologie classique, mais c'est aussi, à ce moment-là, un outil en neurologie fonctionnelle et ça nous permet de développer ce qu'on appelle de la proprioception. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait et pourtant, il faut être précis. On a des indications ici tout à fait particulières qu'on donne à notre client. Et à force de développer un ressenti pour le bon mouvement, on développe une meilleure connexion avec ses muscles et on crée un tonus musculaire approprié. Ça, c'était le premier exercice. On va passer au deuxième.
Un de mes exercices très préférés, c'est un rhombaire avancé. Oui, c'est M. Rombert qui l'a à peu près inventé. Exercice d'équilibre qui travaille sur notre capacité à tenir debout versus tout ce qui peut être perturbation droite-gauche. Quand on a une colonne vertébrale bien stable, on est plus mobile, oui, plus mobile, avec les épaules et les hanches. Le troisième exercice. Le troisième exercice. Le glissement dorsal. Alors, un exercice où on active la chaîne, oui, la chaîne postérieure, mais il y en a deux des chaînes postérieures. Ça, c'est la chaîne postérieure profonde. Et quand on réussit à faire bouger la tête avec les pieds, en fait, on active tous les muscles qui nous tiennent debout. Donc, on peut arrêter de blâmer notre téléphone pour tout et rien dans notre vie. Et ça donne aussi un meilleur accès aux fessiers, aux ischios et aux lombaires pour les sports de force et de puissance.